Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, Yves Saint Laurent Beauté s'engage pour la biodiversité. La marque de cosmétiques de luxe s'associe à l'ONG Rewild dans la protection des zones menacées par le réchauffement climatique, zones dont proviennent les ingrédients des produits de Yves Saint Laurent Beauté, une nécessité pour la marque et pour la planète. Également dans cette émission, l'écologie pour les plus petits, en faire une matière scolaire à part entière, dispensée dès la maternelle. De plus en plus de voix s'élèvent dans ce sens. Mais comment sensibiliser sans alarmer et sans leur faire peur? Nos deux invités ont choisi le jeu et le divertissement pour dispenser d'un apprentissage efficient et en douceur. Et enfin, un ravalement de façade, celui du deuxième émetteur de gaz à effet de serre en France, le bâtiment. Forcé d'améliorer son empreinte carbone, le fondateur d'IQ Spot a misé sur la technologie pour y arriver. Il viendra nous présenter sa solution, un capteur qui facilite les diminutions de consommation énergétique. Mais d'abord, je vous le disais, c'est donc l'heure de l'invité du jour. Notre première invitée est Caroline Nègre, directrice internationale du développement durable et scientifique d'Yves Saint Laurent Beauté. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, Caroline Nègre. On vous reçoit notamment à l'occasion du lancement d'un nouveau programme de développement durable pour la marque de cosmétiques de luxe, Restaurer notre terre, des initiatives de restauration des écosystèmes dans des zones prioritaires pour la biodiversité, dont proviennent, c'est ce que je disais, les ingrédients qui entrent dans la formulation de vos produits. Première question, Caroline Nègre, comment est née cette collaboration avec l'ONG Rewild? Pour la marque Yves Saint Laurent Beauté, en fait, on a toujours souhaité suivre en fait la voie de notre fondateur, Monsieur Saint Laurent, qui un jour a dit « J'ai participé au changement, à la transformation de mon époque ». Donc ça, c'est vraiment la base de notre développement durable, de notre programme de développement durable. Ensuite, depuis près de 10 ans maintenant, on travaille au Maroc, la terre en fait chérie de Monsieur Saint Laurent, où on a créé en fait tout un programme de restauration d'écosystèmes et de sourcing d'ingrédients. On a souhaité, là, en 2022, aller beaucoup plus loin, s'engager, trouver un partenaire, l'ONG Rewild, qui est une ONG américaine, justement pour déployer ce programme sur d'autres terrains, sur d'autres terres, d'autres régions, d'où proviennent certains de nos ingrédients. Pourquoi elle est essentielle, justement, cette ONG, au bon déroulement d'un projet comme celui-ci? C'est eux qui apportent l'expertise terrain aussi? Effectivement, en fait, on travaille, on collabore avec l'ONG afin d'identifier les zones qui sont clés en fait pour la marque, pour nos sourcings, et on a besoin de leur expertise et de leur réseau en fait pour opérer en fait ces programmes de restauration et protection d'écosystèmes en fait dans ces pays. Comment on protège et on restaure des milliers d'hectares de terre? On commence par où? Qu'est-ce qu'on fait? On commence déjà par identifier en fait les zones avec un fort impact biodiversité, les zones à risque. Et ensuite, avec le partenaire, ce que nous avons fait, c'est travailler en fait sur les zones les plus précieuses ou les plus endommagées peut-être de ces régions. Vous en avez identifié 4, je crois. On travaille effectivement sur 4 zones. En fait, donc on a commencé au Maroc il y a quelques années déjà, dans les montagnes de l'Atlas. Ensuite, on lance là cette année un nouveau programme en Haïti. Haïti, il ne reste qu'1% en fait de la forêt primaire, essentiel de protéger en fait ce pourcent restant. Madagascar, là, on va travailler sur la restauration d'un couloir de biodiversité entre deux zones très riches pour fluidifier en fait les échanges. Et enfin, Sulawesi, autrement appelé en fait les Galapagos d'eau douce, on va protéger près de 30 000 hectares, un lac et la forêt avoisinante pour justement préserver en fait les espèces de cette zone. Donc je reviens sur ma précédente question. C'est l'ONG qui gère la partie logistique et opérationnelle peut-être de la manœuvre du programme, c'est ça? Exactement. C'est l'ONG en fait qui a le lien avec les ONG, les associations avec locales, les populations communautés pour implémenter le projet. Comment se sont-elles dégradées ces zones-là? Vous nous en avez édicté 4. Par quels événements sont-elles menacées? Voilà, expliquez-nous exactement. Vous avez en fait différents types d'événements. Vous avez en fait tout ce qui est lié au dérèglement climatiques. Donc on va avoir dans certaines zones une chaleur extrême type l'Ourika en fait, où le désert en fait l'aridité impacte en fait l'environnement. On a également en fait des activités humaines, de la déforestation. Donc en fait ces zones-là, en fait, toutes ces actions-là ont été identifiées, remontées par l'ONG Rewild, et on a ensuite mélangé ça en fait avec les besoins en fait en termes de protection de biodiversité pour finaliser ces projets. De quelle façon vous travaillez dans ces zones et avec les populations locales jusqu'ici, avant le lancement de ce programme? De quelle manière vous travaillez avec eux?
Alors prenons l'exemple du Maroc, puisque ça fait 10 ans qu'on travaille maintenant au Maroc. Donc on a un jardin qu'on appelle les jardins collectifs de l'Ourika, géré par une coopérative de 33 femmes, dans un lieu en fait où on va sourcer une quinzaine de matières premières importantes pour nos produits. Et depuis 2017, en fait, dans l'Atlas, on restaure en fait des écosystèmes. On a jusqu'à présent participé à la restauration de plus de 500 hectares d'écosystèmes avec les communautés locales. Donc en fait, ces programmes de restauration d'écosystèmes au Maroc impactent maintenant près de 200 familles, 200 fermiers qui en fait s'occupent des arbres, peuvent bénéficier également en fait des fruits apportés par ces arbres. Donc restauration d'un écosystème, qu'est-ce que c'est? On replante, on arrose, voilà, ça passe par quoi? Restauration d'un écosystème, c'est 3 choses. En fait, si vous avez la faune, la flore et les communautés, en fait, tout est extrêmement lié, imbriqué. Donc, vous allez effectivement déjà travailler avec les communautés pour savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques, les engager. Et ensuite, on va travailler avec des experts en biodiversité ou en restauration d'écosystèmes afin d'identifier les plantes nécessaires qui vont, 1, limiter l'érosion, 2, qui vont apporter également en fait une amélioration financière pour les communautés. Et ces plantes également vont faire revenir en fait la faune locale. Vous parlez de plantes, vous parliez de matières premières. Quelles matières premières allez-vous chercher, vous justement, Yves Saint-Laurent-Beauté, dans ces zones-là, au Maroc, mais aussi dans les autres? Dites-nous. Maroc, on va aller du safran jusqu'à la grenade, feuille de noyer, 15 ingrédients maintenant. Haïti, c'est le vétiver qu'on va retrouver dans nos parfums. Madagascar, île grande productrice en fait de vanille, de géranium, toujours pour les parfums. Et enfin, Haïti, la région de Sulawesi, pour le patchouli. Pour le patchouli. Comment vous assurez-vous, Caroline Necq, de la bonne collecte et remontée d'informations justement sur ces pratiques? C'est souvent ça qui est difficile à jauger, qu'il s'agisse, je ne sais pas, je donne des exemples, du sourcing des ingrédients, de l'impact carbone, de la consommation d'eau. Voilà, comment vous arrivez à collecter cette information? On travaille avec des parties tierces en fait qui vont nous accompagner, qui vont auditer, s'associer avec une ONG en fait de renommée internationale telle que Rewild est extrêmement important. Ils sont présents dans 188 pays. Ils existent depuis plus de 30 ans, donc en fait ils ont déjà en fait tout un réseau qui permet en fait de suivre, remonter les informations. Vous vous appuyez véritablement sur eux et sur cette ONG. Une question également, pourquoi avoir fait le choix de privilégier cet axe de la préservation de la biodiversité? Vous auriez pu vous engager sur d'autres sujets également. Alors, dans notre programme développement durable, changer les règles, changer le futur, on a un axe en fait social, sociétal qui s'appelle aimer sans abuser, qui est en fait qui consiste en quoi? Notre programme en fait pour lutter, prévenir en fait les violences conjugales. Et on a choisi en fait ensuite de se rapprocher, également traiter en fait ce sujet environnemental qu'est la biodiversité, puisqu'en fait la biodiversité, on a des plantes, on a des ingrédients en fait qui sont dérivés issus de ces plantes et qui vont venir donner en fait ou une signature olfactive très particulière à nos parfums ou une efficacité en fait pour nos soins de la peau et maquillage. Bien sûr, ces produits sont importants pour la construction de vos parfums et de vos produits. Donner dès lors que l'on prend, ça c'est une phrase, je crois, du directeur de votre groupe. Restaurer dès lors que l'on consomme. Dans les faits, est-ce qu'il est possible d'atteindre ce cercle vertueux à 100%? Alors on y travaille. Ouais. Déjà, il faut savoir en fait où on en est, et ensuite se fixer en fait des ambitions et des cibles ambitieuses. Ce qu'on a fait, on accompagne en fait nos producteurs dans beaucoup de sourcing. Alors là, on parlait de quelques ingrédients qu'on source sur les 4 zones envisagées, mais on a également en fait des grands programmes en France. On travaille en fait avec les fermiers, les agriculteurs qui fournissent en fait, qui fournissent la matière première nécessaire à la fabrication des alcools qu'on utilise. Donc, on a un programme d'accompagnement de ces équipes, de ces agriculteurs dans le nord de la France, puisque en fait, l'alcool fabriqué en France, en fait, est notre matière première principale. Caroline Nègre, au-delà de l'aspect environnemental, on va dire rationnellement et d'une manière pragmatique, vous préparez aussi quelque part votre propre survie aussi, en prenant soin de ces terres. On a besoin, en fait, de, comme disait M. Saint-Laurent, en fait, participer au changement, en fait, accompagner le changement, c'est ce qu'on fait. On sait également qu'on a
On a une demande en fait de nos clients, de nos consommateurs pour beaucoup plus de transparence. Ils veulent des faits, ils veulent des preuves, ils veulent savoir en fait comment une marque s'engage et c'est ce qu'on leur apporte via notre nouveau programme de développement durable. Il nous reste une petite minute. Donc on a parlé évidemment de préservation de la biodiversité. Dans quels objectifs plus globaux de la marque ce programme s'inscrit-il? Parce que comment vous vous engagez, par exemple, à réduire votre impact sur les autres étapes du cycle de vie? On sait qu'on parle beaucoup des emballages, également du transport. Voilà, sur ces aspects-là, comment ce programme rentre-t-il dans un programme plus global chez Yves Saint Laurent Beauté? On a un troisième pilier qui est effectivement important et qui est majeur chez nous, qui est la réduction de notre impact. Donc, on connaît l'impact de la chaîne de valeur, en fait, sur toute la chaîne de valeur de nos produits. Notre objectif, c'est en fait de diminuer l'impact pour chaque produit. Donc, on a mis en place toute une stratégie à 2030. On a parlé sourcing, mais effectivement sur le packaging, en fait, réduire l'utilisation en fait de plastique, réduire l'utilisation de verre, intégrer de plus en plus en fait des matières recyclées, plastique, verre, continuer en fait à encourager nos consommateurs à recharger leurs produits. Donc on a toute notre gamme de soins qui est rechargeable. On a des produits qui ont des emballages contenant 100% de plastique recyclé et on va continuer pour atteindre nos objectifs 2030. Combien de produits sont actuellement labellisés éco-conçus chez Yves Saint Laurent Beauté? Chez Yves Saint Laurent, en fait, on a tout un système qui s'appelle Spot, qui est un outil en fait créé et développé par le groupe qui justement évalue l'éco-design des produits. À 2021, tous nos produits étaient, donc 100% de nos produits étaient éco-conçus versus la baseline de 2013. Merci beaucoup Caroline Necq d'être venue sur le plateau de Smart Impact, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir parlé de ce programme en collaboration avec l'ONG Rewild. Donc, je rappelle, vous êtes directrice internationale du développement durable et scientifique d'Yves Saint Laurent Beauté. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. C'est l'heure de notre débat RSE. Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui, la sensibilisation des enfants aux enjeux du développement durable, l'enseigner dès le plus jeune âge, dès la maternelle ou encore en faire une matière à part entière à l'école. De plus en plus de voix s'élèvent pour encourager l'éducation à l'environnement et à l'écologie. C'était d'ailleurs une des propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat. Nos deux invités pensent eux aussi qu'il faut commencer très tôt cet apprentissage. Le tout est de savoir comment les sensibiliser. On va donc leur poser la question. Clémence Decouvelard, fondatrice de Milliru, qui propose des carnets découvertes de lieux dédiés aux familles, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Clément Debosc nous accompagne également, cofondateur de Ma Petite Planète, un jeu écolo qui se joue par équipe, proposant des défis écologiques à réaliser. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Impact. Cette proposition dont je parlais, non retenue évidemment pour le moment par le gouvernement, d'en faire une matière à part entière à l'école, au même titre que les maths et le français par exemple. Vous la soutenez, cette proposition ? Bien sûr, et on s'est d'ailleurs positionné avec le collectif porté par Water Ecology, qui a fédéré plusieurs acteurs autour de cette proposition. Et on pense que l'écologie, c'est un sujet à la fois transverse, mais qui mériterait en fait d'avoir une matière principale, puisque ça va impacter très fortement la vie des élèves tout au long de leur vie. Qui mériterait justement, Clément Debosc, constatez-vous un décalage entre la prise de conscience au niveau global, au niveau mondial, et l'intérêt pour une vraie pédagogie d'un autre côté auprès des jeunes sur ce sujet ? Oui, je pense qu'il faut déjà commencer tôt, et ça sera d'autant plus facile qu'on commence tôt avec les jeunes générations. Et aujourd'hui, à mon sens, on ne leur parle pas assez en fait, du lien intrinsèque entre l'homme et la nature et le vivant. Et nous, on incite vraiment les jeunes à revenir vers une vision beaucoup plus... contre une vision anthropocentrée où l'homme est au cœur de tout, mais non, l'homme fait partie d'un tout. Et donc, on veut que les jeunes redécouvrent la faune, la flore, à travers notre jeu de défis écologiques. On va en parler évidemment, donc dès le plus jeune âge, c'est ce qu'on comprend, Clémence Decouvelard. À quel âge il faut commencer à les sensibiliser, ces enfants, à ces enjeux-là ? Est-ce qu'il y a un âge plus propice pour commencer ? Pour moi, il n'y a pas d'âge plus propice. À partir du moment où on arrive à sensibiliser les parents en amont et que les enfants en fait, sont sensibilisés dans le cadre familial et ensuite à l'école, ça doit devenir naturel, je pense. Donc, dès le plus jeune âge, dès le début, même en maternelle, de pouvoir être sensibilisé à ce qu'on fait des déchets dans la classe. Pour moi, c'est un basique et qui ensuite doit pouvoir venir se renforcer au fur et à mesure que les enfants grandissent, en leur faisant prendre conscience qu'il y a la façon dont on gère le sujet au niveau de sa classe, de son école, de sa ville et ensuite plus globalement à plus grande échelle. Les plus jeunes peuvent comprendre l'enjeu écologique et l'importance de la protection de l'environnement. Vous en êtes persuadé ? Oui, nous, c'est ce qu'on voit quand on lance des éditions scolaires. Les jeunes s'emparent du sujet.
ils sont hyper intéressés, hyper curieux de comment ça fonctionne et de ce que eux peuvent, malgré leur jeune âge, peuvent faire déjà à leur échelle, et ils peuvent déjà agir. Et le mieux dans l'histoire, c'est très souvent qu'ils embarquent leurs parents dans l'aventure. Ils les embarquent dans l'aventure, les parents? Oui. C'est à l'inverse, justement. Alors, nous, c'est la pas aux parents de façon sensibiliser, c'est la aux façon dont enfants on de le fait, c'est faire. qu'on sensibilise les enfants au travers d'une expérience vécue avec leurs parents pour planter des petites graines dans tous les sujets. C'est-à-dire que l'écologie, c'est quand on part en vacances, c'est aussi à la maison et c'est aussi effectivement à l'école. Donc oui, moi je pense que les enfants embarquent les parents, que les parents embarquent les enfants et que ça doit être une aventure familiale. L'écologie, c'est partout, c'est intéressant ce que vous dites. L'écologie, c'est aussi plein de choses. C'est ce qu'on mange, c'est où on habite, c'est comment on se déplace. Oui. Exactement. Comment éduquer à des sujets aussi transversaux? Nous, chez Ma Petite Planète, notre approche, vous l'avez compris, c'est le jeu. Et en fait, du coup, on ludifie en fait, la relation entre l'enfant et son environnement. Et on lui dit, ah, voilà, pour gagner des points, et donc les jeunes, ils fonctionnent aussi comme ça. Bah voilà, cette semaine, tu vas essayer de cuisiner des fruits, des légumes avec ta famille. Tu vas essayer de ramasser les déchets en forêt ce week-end en famille. Tu vas, je sais pas moi, faire du vélo pour la première fois ou t'initier à ça. Donc, c'est à travers des défis, et les jeunes sont très motivés à l'idée d'avoir des objectifs à atteindre, et en retour, ils gagnent des points, et avec leur classe, ils font évoluer le score de leur classe dans le classement général de l'édition de toutes les classes participantes du jeu. Clémence, qu'apporte le jeu, justement? C'est intéressant dans le processus d'apprentissage. C'est vrai qu'on parle de... Ce sont des sujets très souvent alarmistes, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, qui peuvent faire peur aussi aux plus petits. Voilà, le jeu va aider à ça, justement. Moi, je suis convaincue que c'est en laissant les enfants être acteurs de leur découverte qu'on a réussi à les impliquer. Et donc, le jeu, c'est le meilleur moyen, puisque ça leur permet de découvrir à leur rythme et de pouvoir utiliser toutes ces notions qu'on leur apporte de façon très différente. Donc oui, j'en suis convaincue. Et nous, chez Millirus, ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose aussi une nouvelle façon de découvrir les villes aux familles, puisqu'il y a cette... je pense qu'il y a vraiment cette notion de proposition aussi nouvelle à apporter dans les activités qui sont faites en famille, qui sont faites avec l'école. Et le fait de proposer une activité qui se fasse en plein air, qui soit 100% zéro déchet, qui puisse permettre de découvrir son environnement d'une manière nouvelle, qui soit à la fois ludique et pédagogique, et qui permet de semer plein de petites graines sur des sujets différents et d'éveiller la curiosité, notamment sur l'écologie. Je pense que c'est par ça, effectivement, qu'on réussira à vraiment impliquer les enfants durablement. De quel constat est né Millirus? De votre expérience personnelle, je crois aussi? Oui, tout à fait. Moi, c'est né de mon expérience personnelle. J'ai toujours, depuis que j'ai des enfants, je suis frustrée dès qu'on part en week-end de devoir passer autant de temps à préparer nos excursions et que pour autant elles ne correspondent pas à ce qu'on recherche, à ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Donc de pouvoir proposer des parcours découvertes qui se font en extérieur, à pied, qui permettent de redécouvrir tout un ensemble de quartiers, donc Lille, Paris, Lyon, dans lesquels notre concept existe aujourd'hui. C'est ce qui a fait naître effectivement cette idée. Et ensuite, de par les valeurs qui me sont profondément attachées, l'envie de pouvoir sensibiliser les enfants dès que c'est possible à leur impact sur l'environnement était un indispensable. Et comment vous le faites ça alors? Comment vous les sensibilisez à ces enjeux-là? On le fait au travers de 3 niveaux, on va dire. Le premier, c'est déjà dans la proposition, dans le concept même. Le fait de montrer aux enfants qu'il y a des choses formidables à découvrir à côté de chez eux, qu'il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour en prendre plein les yeux, c'est un point important. De montrer aux parents qu'il y a des activités en extérieur à faire qui sont à portée de main et qui sont simples à mettre en œuvre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de sensibiliser les enfants au cours du parcours découverte. Donc typiquement, quand on se promène en bord de Seine, leur expliquer pourquoi la Seine est polluée. Leur expliquer le lien entre le papier que je laisse par terre, la pluie, les égouts et ensuite la rivière qui va ensuite se jeter dans le fleuve puis dans la mer. En étant sur place, c'est beaucoup plus concret pour les enfants. Et donc au travers des parcours de nos carnets et de l'application web, de leur permettre d'avoir tout un ensemble d'éléments de ce type. Et le dernier point, c'est au travers de nos supports, puisqu'on explique à nos clients que nos carnets sont faits en France, qu'ils sont faits sur du papier recyclé et qu'on en est très fiers. Et également qu'on a une vraie réflexion sur la façon de dématérialiser une partie du contenu dans une application, dans un podcast, pour ne pas surcharger en papier, en encre, etc. Clément Debos, je vais vous poser la même question. Expliquez-nous le concept du jeu Ma Petite Planète. Comment ça marche exactement? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a une version pour les adultes, voilà, amis, famille et collègues en entreprise, mais aussi scolaires, ce qui est un peu le sujet là. Oui. Et l'idée, c'est que n'importe quel enseignant peut lancer une ligue avec sa classe, de la maternelle au lycée, avec
voilà, 4 versions du jeu en fonction de l'âge des enfants. Donc quand vous l'avez lancé, il était déjà à destination, dans votre tête, c'était à destination des écoles? Alors, on l'a lancé d'abord avec le grand public. Moi, Ouais. j'ai fait ça pour sensibiliser à la base ma famille, mes amis autour du sujet. Et ensuite, on l'a décliné. Et j'avais des amis enseignants. J'étais curieux de voir dans quelle mesure ça pouvait marcher. Et aujourd'hui, 2/3 de l'impact de Ma Petite Planète, de notre association, ce sont des élèves, voilà, qui jouent avec leurs enseignants. Et donc, un prof va rejoindre une édition. Donc voilà, là, la prochaine édition qui s'est terminée récemment, elle est en novembre 2022. J'invite tous les enseignants qui veulent à se saisir de ce qu'on propose. C'est entièrement gratuit à destination du coup des enseignants. Et l'idée, c'est que on va leur mettre à disposition une liste d'une 40aine de défis que les jeunes peuvent faire, qui sont très concrets, très applicables. Et l'idée, c'est qu'ils vont vivre cette expérience collective avec leurs camarades de classe pendant 3 semaines. Et ils vont s'organiser en classe, à la maison, dehors en pleine nature, pour en valider un maximum. Et il y aura parfois les parents dans la boucle. Quand il s'agit des tout petits, il y aura une conversation de ligue où les jeunes vont envoyer leur réalisation, leur fierté. Ça va créer une dynamique. Et ces jeunes vont apprendre plein de choses, mais par en fait l'expérience. Et on pense que c'est la meilleure façon d'intérioriser. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'à travers cette expérience qui dure 3 semaines, les jeunes intègrent plein d'éco-gestes dans la durée et deviennent même un petit peu militants auprès de leurs parents et des plus grands qui ne sont pas forcément aussi sensibles qu'eux ou qui n'ont pas les mêmes conceptions des choses. Et de quelle manière vous collaborez avec l'Éducation nationale? Comment votre solution a été reçue par les enseignants, les professeurs? Est-ce que c'est eux qui font appel à vous? Est-ce que c'est vous qui allez les démarcher? Comment ça marche? Au début, c'était surtout nous, et maintenant, il y a un énorme bouche-à-oreille parmi les enseignants. Donc, dernière édition, on a fait jouer 1400 classes, partout en France et même un peu à l'étranger, dans des collèges et lycées français de l'étranger. Et l'idée, c'est que on essaie de faire des partenariats avec des académies, des rectorats et aussi des départements pour qui, s'ils veulent financer l'essaimage de Ma Petite Planète scolaire sur leur territoire et garantir à tous les parents que oui, à l'école, on sensibilise leurs enfants et on fait progresser leurs enfants sur le sujet, nous, c'est dans ce sens qu'on veut aller. Il nous reste 2 petites minutes. Est-ce que vous attendez aujourd'hui tous les deux une mobilisation plus forte, plus importante des pouvoirs publics? Ou est-ce que justement vous pensez que la solution elle va venir d'acteurs comme vous, justement, d'acteurs privés, des particuliers? On terminera cette émission là-dessus. Moi, je pense que ça doit être un travail d'équipe. Ouais. Ça doit être un travail d'équipe parce que nous seuls, ça peut être compliqué. Il faut sortir les rames parfois pour se faire entendre et pour être visible comme on le voudrait. Et je pense que les pouvoirs publics, sans avoir d'accompagnement d'acteurs dont c'est le métier, de savoir faire jouer les enfants autour de thématiques, vont avoir du mal également à ce que le sujet puisse s'ancrer dans les écoles, dans les familles ensuite. Donc pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. Les deux sont complémentaires, c'est un travail d'équipe? Oui, très clairement, on sent de plus en plus, il y a eu des éco-délégués qui sont apparus il y a quelques années et ça commence à prendre et ils ont des responsabilités maintenant, mais c'est quelque chose qu'il faut amplifier et encourager. Après, bien sûr, il y aura des partenariats intelligents, publics, privés, associations à construire. Et moi, je pense que notre rôle à tous, en vrai, c'est d'être exigeant envers les pouvoirs publics, exigeant envers les entreprises. Moi, je suis persuadé que c'est le plus grand défi de l'histoire de l'humanité et qu'on a intérêt à avoir une mobilisation massive sur le sujet. Et du coup, nous, on va prendre les gens de 3 ans à 99 ans pour les embarquer. Voilà, c'est un peu l'ambition du projet avec des millions de joueurs à terme. Et on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Impact. Clémence Decouvelard, fondatrice de Milliru, et Clément Debos, cofondateur de Ma Petite Planète. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Julien Bruno, cofondateur d'IQ Spot. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Alors que le secteur du bâtiment est le 2e émetteur de gaz à effet de serre en France et émet plus de 123 millions de tonnes de CO2 par an, vous proposez une solution pour faciliter et valoriser les diminutions de consommation dans l'immobilier tertiaire. Je le rappelle quand même pour ceux qui nous regardent, qui regroupe l'ensemble des biens immobiliers liés au métier de service. Julien Bruno, pourquoi vous êtes intéressé à ce secteur spécifiquement ? Au tout début d'IQ Spot, donc on s'est rencontré avec mon associé Quentin lorsqu'on faisait une thèse en informatique dans le domaine de l'Internet des objets. Donc, l'Internet des objets, c'est un peu le domaine où on fait communiquer les objets qui nous entourent au quotidien. Et dans ce cadre-là, on a eu plusieurs projets, dont certains dans le monde du bâtiment. Et on s'est rendu compte que finalement, le bâtiment n'était pas très connecté, pas très digitalisé. Et vu ce qu'on voyait, nous, dans notre thèse, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire pour aider à comprendre les bâtiments, et du coup, in fine, améliorer leur fonctionnement, leur efficacité.
et limiter leur impact aussi carbone. Exactement. Donc, dans leur efficacité, il y a vraiment l'efficacité sur tous les équipements qui vont tourner au quotidien dans le bâtiment et du coup diminuer les consommations. Donc spécialiste, vous êtes de l'Internet des objets, ce que vous disiez, de l'IoT. En quoi consiste cette technologie? Alors moi je parlais d'un capteur, expliquez-nous exactement. Alors, ce qu'on propose, ça part de capteurs qu'on va installer dans les immeubles, donc des capteurs sans fil qui vont communiquer sur ces réseaux du monde de l'Internet des objets et qu'on va installer sur les différents compteurs d'énergie, donc électricité, gaz, réseau de chaud, réseau de froid, les compteurs d'eau, et qui vont nous remonter toutes les heures un poids, une consommation, et qu'on va ensuite, nous, dans nos serveurs, analyser et restituer à toutes les parties prenantes de la gestion d'un immeuble. Combien d'années ou de mois ou de R&D cette technologie a-t-elle impliqué? On a été créé il y a 7 ans, Ouais. et donc il y a eu vraiment 3 années au début d'IQspot dédiées à faire fonctionner ça, enfin à réussir à connecter différents réseaux de l'Internet des objets, avoir vraiment cette restitution fiable et continue de la donnée de consommation des bâtiments. Et qu'est-ce qu'on en fait alors de cette information qu'on reçoit? Comment, de la mesure et de la collecte de ces données donc, on obtient des résultats concrets de baisse de consommation d'énergie, puisque c'est l'objectif quand même? Tout à fait, ouais. Donc ces données-là vont être d'un côté restituées sur notre logiciel pour que le propriétaire d'un immeuble, son gestionnaire technique, voire même le locataire soit au courant de ce qui se passe dans son immeuble et des actions qu'il peut mener dessus. Mais en parallèle de ça, on a à la fois des algorithmes qui vont analyser toutes ces données et prévenir la bonne personne si jamais il y a une surconsommation du chauffage par exemple ou une fuite d'eau qui va arriver. Donc tout de suite prévenir la bonne personne dans l'immeuble pour régler ça. Et en plus de ça, on a des experts en énergie, chez nous, qui vont être au contact de nos clients pour aller regarder ces consommations et préconiser des actions simples, mais qui vont permettre de diminuer de 15 à 25% les consommations sans travaux, juste en améliorant l'existant. Combien d'entreprises vous avez équipées? Combien d'immeubles, de bâtiments vous avez équipés depuis la création de cette solution? Alors depuis la création, on a là actuellement on a 280 bâtiments équipés et 1 500 000 qui représentent 1 500 000 m² d'immobilier tertiaire. Mais ça a noté que la moitié de ce parc-là a été équipé là, dans les 18 derniers mois. Ouais. Donc on voit une vraie accélération, en tout cas de la prise de conscience sur le marché et puis du coup de l'efficacité de notre solution à déployer. Prise de conscience du marché, il y a aussi des obligations gouvernementales aujourd'hui de rénovation énergétique de certains bâtiments. Ces obligations-là, elles ont boosté vos ventes, j'imagine, le fait que ce soit rendu obligatoire. Alors, tout à fait, nos clients qui sont les investisseurs immobiliers, donc foncières immobilières ou gestionnaires de portefeuille, il y a le décret tertiaire là, qui est dans les tuyaux depuis 1 ou 2 années et qui impose de collecter ces données et de diminuer de 40% les consommations d'ici à 2030. Donc ça, c'est un vrai booster. Mais en parallèle de ça, il y a toutes ces foncières ou gestionnaires d'actifs labellisent de plus en plus avec des labels environnementaux ou type le label ISR ou des labels plus européens leurs fonds et donc ont nécessité de montrer d'avoir une trajectoire vertueuse en termes d'émissions carbone sur leur portefeuille immobilier. C'est avec ces partenaires-là que vous travaillez d'ailleurs, ces agences, ces institutions? On est en communication régulière avec ces agences-là. Ce sont plutôt nos clients qui vont être en lien direct avec, mais on va aider nos clients à répondre aux demandes de ces agences. Merci beaucoup Julien Bruno d'être venu nous voir sur le plateau de Smart Impact, cofondateur d'IQspot. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre solution aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Joséphine Dacoury qui m'a aidé à préparer cette émission. Rendez-vous demain, même heure, avec Thomas Hugues. Cette fois, moi je vous souhaite une très bonne journée sur Bismart et je vous dis à très vite.